Liselotte, je crois qu'on va pouvoir présenter notre premier intervenant. Mais tout à fait. Et le premier thème aussi, comment la révolution industrielle a-t-elle bouleversé le monde du travail et plus largement la société? Pour répondre à cette question, notre conférencier vous parlera d'artificialisation du monde, de l'évolution du management ou encore de l'essor des machines. Il est professeur de philosophie à l'IAE de Metz. Il s'abreuve à la source grecque, comme son maître Jean-François Mattei. Cet univers des confins, c'est Jean-Baptiste Rapin. Merci de l'accueillir. Bonjour et merci. Chers hôtes, chers organisateurs, chers orateurs, chers animateurs, mesdames, messieurs, c'est parce que penser le travail de demain exige de penser le travail d'aujourd'hui qu'il semble judicieux de se pencher en ce début de journée sur les mutations industrielles et post-industrielles du travail. Car, ne l'oublions guère, la révolution industrielle constitue une rupture aussi importante, aussi décisive, aussi absolue que le fut la révolution néolithique. Elle aussi se caractérise par une mutation complète des imaginaires et des pratiques sociales. Une différence de taille, toutefois, est à noter, sa brutalité, sa rudesse, sa véhémence, due à un changement radical d'échelle temporelle et de rythme. Alors que le processus de sédentarisation s'étala patiemment sur des millénaires, l'industrialisation des sociétés européennes tout d'abord, puis de l'Occident et du globe dans sa presque intégralité, prit lieu dans un temps plus que ramassé à l'échelle de l'histoire humaine. Quelques décennies suffirent en effet à opérer le grand chambardement, ainsi qu'en témoigne l'éloquente description qu'en donne Peggy, encore lui, encore dans l'argent, au début du XXe siècle. Je le cite. « Une femme forte intelligente et qui se dirige allègrement vers ses 60 et quelques années disait « Le monde a moins changé pendant mes 60 premières années qu'il n'a changé depuis 10 ans. Il faut aller plus loin. Il faut dire avec elle, il faut le dire au-delà d'elle, le monde a moins changé depuis Jésus-Christ qu'il n'a changé depuis 30 ans. Il y a eu l'âge antique et biblique, il y a eu l'âge chrétien, il y a l'âge moderne. Une ferme en Beauce, encore après la guerre, était infiniment plus près d'une ferme gallo-romaine, ou plutôt de la même ferme gallo-romaine pour les mœurs, pour le statut, pour le sérieux, pour la gravité, pour la structure même et l'institution, pour la dignité, qu'aujourd'hui elle ne se ressemble à elle-même. » Fin de citation. Le choix de l'écrivain est assurément judicieux. C'est bien dans l'habitat que se marque de la façon la plus manifeste la dernière ou la grande mutation qui conduit de la longue période néolithique, qui connaît à mon sens sa dernière phase significative avec l'émergence des États-nations, à la conversion de la société à l'industrialisme. Mais que se passe-t-il au juste en l'espace de quelques décennies pour que Peggy ne reconnût plus, en observant le monde de 1913, le visage de celui de son enfance? La réponse tient en peu de mots. L'artificialisation intégrale de la société que Günther Anders, dans l'obsolescence de l'homme, avec le sens de la formule qui le caractérise, décrit avec les mots suivants. Je le cite. « Le monde auquel les hommes ont affaire quotidiennement est avant tout un monde de choses et d'appareils dans lequel il y a aussi d'autres hommes. Ce n'est pas un monde humain dans lequel il y aurait aussi des choses et des appareils. » Fin de citation. Le philosophe met ici le doigt sur un renversement de monde, ou mieux encore, sur l'inversion des places qui suit la révolution industrielle et que nous rendons par le chiasme suivant. Alors que traditionnellement, le monde peuplé d'humains laisse une place aux choses, fruit d'un processus de fabrication, c'est à présent le monde peuplé d'appareils qui laisse une place aux hommes, objet d'un processus de désubjectivation. La société industrielle accouche du monde de la machine. Or, celle-ci est avant tout un automate, c'est-à-dire un ensemble de dispositifs mécaniques, électriques, électroniques, qui répètent l'exécution d'une opération pour laquelle il est conçu et programmé. Lewis Mumford insiste précisément sur ce point. Je le cite. « La différence majeure entre une machine et un outil réside en fait dans le degré d'indépendance acquis
au cours de l'opération en résonance avec la compétence et l'énergie motrice de l'opérateur. L'outil se prête à la manipulation, la machine à l'action automatique. » Fin de citation. Il s'ensuit une première forme d'aliénation, concept que j'entends dans sa lettre étymologique comme un devenir étranger ou encore un processus d'expropriation. Au sein du système capitaliste qui installe une production de masse, cela signifie que plus l'ouvrier travaille et plus il se trouve dépossédé des moyens de s'approprier, donc l'appropriation comme le contraire de l'expropriation, de s'approprier les objets produits, victime de la relation inverse qui relie monde humain et monde matériel, puisque, et je me permets de citer Marx, la dévalorisation du monde humain va de pair avec la mise en valeur du monde matériel. Fin de citation. Franchissons encore un pas supplémentaire. L'aliénation ne concerne pas seulement l'objet du travail, elle se réalise également et avant tout dans son acte, puisque l'ouvrier se trouve enchaîné à une machine qui définit ses gestes et lui dicte son rythme, le privant de sa faculté de penser et d'organiser le travail. Plutôt que d'actualiser son humanité dans le travail, le producteur se trouve soumis à l'extériorité des processus, à tel point que sa propre activité lui devient étrangère. Le travail devient étranger au travailleur puisqu'il est remis en main propre à la machine, plus puissante, plus efficace, plus fiable. D'ailleurs, il y a un petit jeu de mots étymologique puisque émancipation vient de ex manu capere, retirer des mains. On peut dire que le machinisme est une émancipation puisqu'il retire des mains du travailleur son travail. Néanmoins, à se focaliser sur les machines matérielles, on en oublie trop facilement les machines organisationnelles qui conditionnent pourtant l'utilisation efficace des premières. Le management regroupe précisément l'ensemble des dispositifs technoscientifiques définissant et contrôlant la bonne coordination du travail dans la société industrielle. Frédéric Winslow Taylor ne s'y est pas trompé quand il affirmait dès l'introduction de ces principes du management scientifique que dans le passé, l'homme occupait la première place, dans le futur, c'est le système qui doit l'occuper. C'est pourquoi l'ingénieur américain condamne l'empirisme artisanal qui procède de la tradition et de l'habileté individuelle et privilégie la conception de l'activité par les ingénieurs qui relève de la science et sera donc garant de la performance en vertu de la reproductibilité des gestes. Le travail mis en système devient systématique. Mais cette systématisation ne se limite guère à la séparation de la conception et de l'exécution et par voie de conséquence à la dépossession de l'ouvrier. Elle s'étend à toute l'entreprise et concerne aussi bien la création d'outils, comme la comptabilité industrielle, que de nouvelles manières de diriger les hommes, que la psychologie organisationnelle ne cessera d'affiner. La généralisation du management scientifique dans les organisations introduit une deuxième forme d'aliénation. Elle ne concerne plus l'activité technique de transformation de la matière, désormais réduite à l'exécution mécanique de gestes inlassablement répétés, mais la définition politique des buts et des moyens du travail. Une telle privation réduit nécessairement le travailleur au double statut de pièce échangeable sur le marché du travail et d'éléments pris en charge par les systèmes de gestion des ressources humaines. Le management connut une évolution notable au mi-temps du XXe siècle et la constitution de la cybernétique qui forme la matrice métaphysique, politique et épistémologique de la société contemporaine. Norbert Wiener choisit le terme de cybernétique en référence au timonier du navire. La cybernétique est la science du pilotage, d'où l'incroyable succès de cette notion en management. Pilotage des organisations, pilotage de la performance, pilotage de projets, pilotage du changement, etc., etc. Si la cybernétique est l'art de manier le gouvernail, c'est-à-dire de gouverner, elle possède un mode propre de gouvernement. Elle est en effet, selon l'expression de Wiener, je le cite, la science du contrôle et de la communication. Science du contrôle par la communication et science de la communication par le contrôle. Manager, après la révolution cybernétique, c'est par conséquent s'assurer du contrôle des comportements par la bonne gestion de l'information. Cela revient, en d'autres termes, à multiplier les dispositifs de rétroaction. On appelle en anglais les feedbacks. Ces derniers peuplent évidemment les organisations, tableau de bord, entretien d'évaluation, taux de satisfaction de la clientèle, traçage de l'activité informatique, etc. Mais également nos vies privées, à travers toute une panoplie d'objets connectés. La montre, le robot cuisinier, le pèse-personne, la voiture, etc.
De ce point de vue, la société cybernétique managériale est une société du monitoring permanent. De même que le médecin à l'hôpital place son patient sous surveillance constante des machines, rythme cardiaque, tension artérielle, taux d'oxygène, etc., de même, l'individu contemporain se trouve placé sous une surveillance constante qui n'a pas seulement pour but de tracer ses déplacements, ses décisions, ses activités. Ce qui se trouve en effet en jeu en dernier ressort n'est autre que l'orientation de ses comportements, de vote, d'achat, de travail, de famille, etc., auxquels il faut donner un petit coup de pouce afin de faciliter leur réalisation. C'est justement le rôle du nudge, coup de pouce, traduction française de nudge, théorisé par le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, que d'inciter à l'action menant à un résultat préalablement posé comme objectif prioritaire par l'ingénieur social. Le management se substitue ainsi à la hiérarchie comme mode de gouvernement des sociétés, l'exercice du pouvoir à la légitimité de l'autorité et la recherche de performance au souci de justice. Mais ce type nouveau de gouvernement réside essentiellement dans une manipulation de l'information. Il se déploie à partir d'un degré d'abstraction que les sociétés humaines n'ont jamais connu. Les prises de décision, qu'elles soient individuelles, organisationnelles ou politiques, se prennent désormais à partir de données, d'indicateurs et de tableaux de bord, à partir d'une modélisation mutilante du réel qui n'en retient que la part productive en omettant l'histoire du métier, la communauté de travail et le rapport esthétique à l'œuvre. Si depuis les années 1950 et l'essor de la cybernétique, l'histoire du management et celle de l'intelligence artificielle sont liées, cette consubstantialité apparaît à présent en plein jour et les machines organisationnelles sont en passe d'opérer leur mue en machines informatiques, selon un scénario que les frères-sœurs Wachowski ont envisagé dans leur fameuse trilogie Matrix. Le management issu de la cybernétique réalise une troisième forme d'aliénation, non plus technique, ni politique, mais psychologique et ontologique. Le monde informationnel est en effet une sphère abstraite séparée de la vie, une hallucination collective et planétaire, état prolongé de rupture avec la réalité qui répond ni plus ni moins au diagnostic de psychose. L'homme contemporain, travailleur de tous les instants, est absorbé dans une bulle spéculative, de plus en plus étrangère à la réalité, et en particulier à son corps propre, à tel point que la cybernétique n'est pas sans rappeler les délires gnostiques des IIe et IIIe siècles. Je terminerai cette conférence par une note d'espoir. L'écart entre l'information et l'expérience concrète se trouve à l'origine de la crise du sens du travail et des activités sociales de façon plus générale. La dépossession est poussée à un tel point que près de 90% des salariés français songent à se reconvertir, que 28% des actifs sont concernés concrètement par un projet de reconversion professionnelle, la plupart du temps dans des métiers manuels ou pour travailler à leur compte, afin de retrouver l'union de la conception et de l'exécution qui caractérisait le travail avant la révolution industrielle, managériale et cybernétique. 37% des Français envisagent de se reconvertir dans l'artisanat, et parmi eux, 51% sont âgés de moins de 35 ans, et 35% sont issus des catégories socio-professionnelles supérieures, exerçant donc les fonctions les plus abstraites. Le mouvement de retour au réel, que Gustave Thibon appelait de ses vœux, serait-il engagé? C'est bien à cette question que la présente édition du colloque de l'Institut Iliade s'apprête à donner des pistes de réponse. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée. Merci Baptiste.